À tous, Caméra Culture aujourd'hui a le plaisir de recevoir Collinette Allaire pour son livre Le dos de ma lumière, paru aux éditions Chiado. A tout de suite. Collinette, bonjour. Dans ce livre, vous décrivez l'enfance et l'adolescence de votre mère, née en 1923 à Gabela, en Angola. Dans le livre, vous l'appelez Maria d'Angola. D'où vient ce surnom? Maria d'Angola, c'est un surnom donné par ses camarades de lutte, et plus précisément lors d'une conférence en 74 où elle a fait un coup d'éclat pour justement faire parler de l'Angola. Elle a même réussi à arrêter la conférence pour qu'on accepte que les pays non alignés puissent avoir droit à la parole. Et c'est à la suite de ça que ça a été une victoire pour justement les pays non alignés. Et elle a donc permis que cette voix soit entendue, ce pourquoi elle s'est battue une année avant en fait l'indépendance de l'Angola. Votre livre est très agréable à lire, c'est écrit à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il a écrit en collaboration avec votre maman? Alors l'histoire des mémoires de ma mère, c'est un cadeau que je lui ai demandé, qu'elle se sentait pas de faire parce que j'étais jeune, j'avais effectivement la vingtaine. Et finalement, vers la retraite, vers 89 en fait, elle s'y est mise. Elle m'a fait cette surprise. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, il s'agit de l'amie de votre mère, c'est un bouleversement parce que dans le fond, on ne connaît pas vraiment l'enfance, ni l'adolescence, ni la femme qu'a été sa propre mère. Et j'étais pas mûre pour travailler ce manuscrit avec elle. Suite de quoi elle a malheureusement été atteinte de la maladie de Parkinson, mais ça a été un mal pour un bien parce que ça lui a permis de venir régulièrement se faire soigner en Suisse, notamment à Genève. Et c'est à la suite de ça qu'on a commencé chaque année, chaque été, à travailler son manuscrit page par page. Et c'est en ce sens-là qu'il a été, on peut dire, coécrit. Pensez-vous que Maria a été privilégiée par rapport aux traditions qu'il pouvait y avoir à cette époque envers les femmes, et particulièrement par rapport aux métis issus de pères blancs? On peut dire effectivement qu'elle a été privilégiée en ce sens qu'elle a été reconnue par son père, ce qui était assez rare. Et le paradoxe, c'est qu'en étant reconnue par son père, sa mère perdait tout droit sur elle. Et par conséquent, elle s'est retrouvée à être de mère inconnue. Donc sa mère a perdu d'office toute autorité sur elle. Exactement. Tout en ayant quand même connu sa mère et en sachant qui sont ses parents. Mais c'est vrai que c'est des situations qui étaient assez courantes. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et de le savoir pour ceux qui ont été concernés par cette situation. Maintenant, c'est vrai que comme elle s'est retrouvée dans un milieu, on peut dire, riche, étant donné qu'elle a grandi parmi des propriétaires de plantations de café, je pense même qu'elle avait une culpabilité de ce privilège, puisqu'elle a quand même été témoin du traitement des Noirs et de cette différence. Et comme elle était en contact avec sa maman noire, elle s'est aussi identifiée à sa maman noire, à la cause des Noirs, et par conséquent, elle avait un tiraillement. Et parlant de son papa, il était portugais. Oui, donc c'était un colon portugais qui n'est pas né en Angola, mais qui a autour de ses 25 ans peut-être, il a quitté le Portugal. Et donc, d'autres frères sont partis au Brésil. Lui, je crois que c'est le seul qui est parti en Angola. Et finalement, il s'y est établi, il a fait sa vie là-bas. Mais ce qui est intéressant, je me permets de le dire, c'est que dans notre travail de recherche historique ensemble, il s'est révélé, et on en parle dans le livre, que ce grand-père devait être juif. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il l'a reconnu. Donc, le père portugais, la maman angolaise, oui. Noire. Donc, votre maman était métisse. Je crois qu'à l'époque, les métis étaient considérés différemment que les noirs. Alors, c'est vrai que le premier mélange, c'est ce qu'on appelle les mulâtres. Et puis après, le métissage, c'est les autres mélanges qui suivent. C'est vrai que
Ce qui est intéressant, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est tout ce qui nous est décrit de cette vie villageoise. Et on se rend compte que vraiment, ça transpire le racisme, le fait qu'on est tous les jours confronté à sa couleur de peau et que ça devient insupportable. Et je veux dire, je trouve que moi je l'ai ressenti aussi en le lisant, en le découvrant, qu'on comprend qu'à un moment donné où on se résigne, alors on se révolte. Alors c'est ce qu'a fait votre maman, voilà, oui. Et parce qu'elle a rapidement pris conscience de cette différence et elle a voulu se battre contre cela. Elle n'a jamais accepté. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme sa mère avait été éduquée par une chef de tribu, sa mère était fière de ses origines et sa mère n'a jamais travaillé dans les plantations de café. Elle est toute sa vie restée dans son fief où finalement elle a maintenu ses traditions. Et finalement, je crois que c'est cette force même quasiment de la terre et spirituelle qu'elle lui a transmise, cette fierté qui lui a permis par la suite de se présenter en tant que femme, en tant que congolaise dans le monde. C'est cette fierté qui lui a donné l'impulsion de devenir plus tard une militante et représentante du mouvement populaire de libération de l'Angola. Voilà, oui. Et surtout, ce qui lui tenait à cœur, c'est justement qu'il n'y ait pas de misère, qu'il n'y ait pas d'enfants, de gens de la population qui meurent de faim. Donc c'est vrai que son combat, c'était de partager les richesses de la terre et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de misère. Elle a suivi d'ailleurs des très bonnes études dans des écoles privées. Oui, alors c'est vrai que dans le parcours un peu mouvementé qu'elle a eu, son père avait choisi de la civiliser, donc de l'envoyer au Portugal chez des tantes pour qu'ensuite elle puisse être dans les meilleurs pensionnats à Coimbra, et c'est là où elle a été. Et puis effectivement, elle est revenue avec les événements politiques et économiques en 1938, elle est revenue en Angola à 15 ans. Et c'est là où effectivement elle a été refroidie aux réalités de sa terre et ce décalage entre le fait qu'elle a reçu une éducation, une instruction et pas forcément ceux qui sont restés au pays et qui lui a permis par la suite d'avoir un niveau tel qu'elle a pu finalement être institutrice. Ensuite, suite au poste d'institutrice, elle a eu un parcours assez divers et notamment été la première femme ambassadeur de la République populaire de l'Angola en Suède. Pourquoi en Suède particulièrement ? Bon, alors c'est vrai que c'est un petit peu parce que dans les pays qui ont reconnu le mouvement de libération de l'Angola, eh bien il y avait la Suède et qu'ils étaient en première ligne, un pays important en ce sens. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle venait du Caire avant d'aller à Stockholm. Donc avant l'indépendance en 1975. Et c'est un sacré contraste. Mais c'est vrai qu'elle était surtout une personne qui avait besoin de transmission, elle écrivait tout le temps, elle avait une grande facilité pour s'exprimer. Et c'est vrai qu'elle a pris une assurance en devant parfois remplacer le président Neto avant qu'il soit président. Grâce à son passeport suisse, ça lui a permis parfois d'aller à sa place faire des conférences, en Europe notamment. Et du coup, je pense que c'est aussi pour cette raison, indépendamment de ses qualités de femme, d'honnêteté, de persévérance, de courage, de confiance, a toujours en fait insufflé une énergie au moral des troupes, on pourrait dire, que le président Neto l'a nommée la première femme ambassadeur. Il estimait qu'elle méritait ce titre. Maria d'Angola, votre mère, s'est-elle engagée concrètement dans l'indépendance de l'Angola, proclamée en 1965 ? Si oui, de quelle manière ? Ou elle a été juste en observatrice ? Non, elle était très impliquée. Je pense que déjà, quand elle s'est retrouvée institutrice, ça a commencé, puisque déjà elle s'impliquait par rapport à la structure coloniale, où elle était contre le fait que les enfants soient séparés et classés sur leur couleur de peau. Ensuite, c'est vrai qu'elle estimait que les filles devaient autant aller à l'école que les garçons, qu'elle estimait aussi que c'était important que la fille ait la notion de l'argent, de son indépendance économique. Donc elle avait ce genre d'idées simples, basiques, mais qu'elle insufflait naturellement. Et tout en effectuant son mandat d'ambassadrice, elle retournait en Angola. Quelles étaient les réactions des autochtones ?
si je puis m'exprimer ainsi, en Angola, enfin, de ses compatriotes? Alors c'est vrai que de se retrouver à ce poste comme première femme ambassadeur, c'est à la fois honorifique pour la cause des femmes, mais il est vrai que peut-être que j'imagine ça a aussi dû créer des jalousies. Maintenant, Maria aussi était un peu controversée parce que c'est comme si, de par le milieu dont elle était issue, on aurait mieux compris qu'elle fasse sa bourgeoise et puis qu'en fait elle ne se mêle pas de politique. En même temps, elle était très convaincante et sincère et honnête dans son combat et sa manière de le mener. Elle était dans tous les fronts, elle s'exposait, elle était dans... Ce que j'aimais beaucoup, puisque j'ai accompagné son parcours à l'indépendance nouvelle en 75, c'est que vraiment elle allait dans les écoles, dans les universités, dans toutes les structures où en fait on l'appelait. Elle a vraiment une popularité incroyable parce que justement elle avait ce côté à être à l'aise dans toutes les classes sociales, avec toutes les cultures. Et en maîtrisant plusieurs langues, elle était aussi à l'aise avec le monde, le tiers-monde, avec l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Enfin, donc elle était vraiment complètement internationale et universelle. Pensez-vous que si elle avait été un homme, ça aurait été différent? Elle aurait été peut-être un peu plus acceptée dès le départ? Finalement, pas forcément, parce que si j'observe un petit peu comme ça en recul, je me rends compte que ce problème du métissage, qui est vraiment angolais, est-ce que c'est celui qui vient de l'Angola, est-ce que c'est celui qui est rassé, est-ce que c'est celui qui est avec l'étranger? C'est vrai que ça se pose, mais pas seulement en Angola finalement. Donc, je crois que chacun doit assumer cette complexité à sa façon et finalement être conscient qu'il va assumer des incompréhensions et puis qu'à un moment donné, parfois on peut les régler, parfois pas. Donc elle a eu beaucoup de plaisir à écrire, je pense, les débuts de votre livre avec la compagnie. C'était vraiment une relation privilégiée que vous avez eue avec elle. Alors ça c'est vrai, mais le plaisir est venu après. C'est-à-dire que elle voulait vraiment pas écrire ses mémoires. Elle me disait, tu te rends pas compte ce que tu me demandes, c'est vraiment un travail incroyable. En plus, il faut remonter le fil des souvenirs et tout. Enfin bref. Donc ça a été vraiment un combat intérieur avec elle-même. Et à un moment donné, elle l'a fait, elle me l'a confié. Et c'est vrai que ce qu'il y a eu de beau quand je l'ai lu, c'est que j'ai tout compris d'elle. J'ai tout pardonné de choses que peut-être on ne comprend pas d'une mère qui s'engage, qui n'est pas assez disponible. Ou tout d'un coup, ça devenait évident que c'était difficile d'assumer deux casquettes, d'une mère au foyer et d'une militante comme elle l'a été. Et c'est vrai qu'elle l'a été vraiment avec beaucoup elle était vraiment brillante, moi, je veux dire. Elle exaltait la féminité, la joie de vivre. Ses speeches, c'était surtout des anecdotes aussi, où chaque peuple pouvait se sentir concerné. Elle avait un charme fou, elle était vraiment charismatique. En plus, elle faisait sa garde-robe elle-même. Elle était toujours étonnante. Ce qu'elle portait, c'était toujours à la fois classique et moderne, original. Non, elle était vraiment une femme étonnante. Pour ce livre, vous avez dû certainement faire des recherches journalistiques. Alors, le plaisir est venu après parce que quand je me suis sentie prête à assumer ce travail en duo, il est vrai que là, notre complicité a été fabuleuse parce que dans le fond, malgré notre séparation, à savoir que son engagement a fait qu'on savait pas quand on se verrait, et ça c'est vrai que ça a été le sacrifice, eh bien c'est comme si ce temps qui nous a été volé, on l'a rattrapé à ce moment-là et que pour elle, ça lui permettait de faire un bilan parce que dans le fond, c'est vrai que quand on est en activité, on est pris par un élan et du coup, on ne mesure pas toujours les conséquences, ou quelle direction ça prend, etc. Et là, je pense que c'était aussi salutaire pour elle de se rendre compte de ce qu'elle a accompli. Pour elle, c'était, est-ce qu'on peut dire que pour elle, c'était un deuxième accouchement? Oui, on peut dire que ça avait un côté thérapeutique. D'ailleurs, mon métier de sophrologue, je lui l'ai transmis, on a travaillé aussi ensemble. Et pour sa maladie de Parkinson, ça l'a aussi beaucoup aidé. Pour la mémoire, pour l'émotion, c'est-à-dire de pouvoir sortir des choses douloureuses de manière plus sereine.
Donc c'est vrai que... Et puis moi finalement de découvrir qui est la femme. Vous avez recueilli donc beaucoup d'informations. Est-ce que vous projetez d'en écrire un deuxième? Quel sera le sujet? Donc là il s'agit du tome 1 qui s'arrête à ses 30 ans, donc avant qu'elle rencontre mon père. Le deuxième tome sera la suite et le troisième la partie politique. Donc Merci. le deuxième est déjà écrit mais le troisième reste à remanier. Merci Colinette. Merci beaucoup à vous. O samba, samba é canto de avenida, é chuva de primavera, samba é morte, samba é vida. O samba, samba é meu choro dolente, olhar nossa